Bonjour, c'est l'agent spécial Guigui le Gentil et je suis là pour vous parler d'une de mes séries préférées. Et bien sûr, cette vidéo est classée Top Spoiler. Le retour d'X-Files, j'étais plutôt pas mal contre, pour plusieurs raisons. La première est que lorsque j'ai débuté la série avec la saison 2, je me souviens d'une interview de Chris Carter déclamant avoir un plan pour 5 saisons puis un film, afin de clôturer la mythologie. Finalement, après un premier film assez moyen, Fight the Future, la série a rempilé pour des saisons 6 et 7 en y distillant la fin sans doute initialement prévue, en résolvant bon nombre de mystères. En effet, durant les saisons 6 et 7, on y découvrait le rôle et l'origine de la conspiration. Révélation déjà amorcée entre les lignes des premières saisons, mais surtout durant le film Fight the Future justement. D'ailleurs, dans une piste cachée de la bande originale contenant un monologue de Chris Carter, on nous expliquait frontalement la conspiration. Le syndicat, le groupe occulte paragouvernemental mondial, mais surtout américain, a pour but de créer une race hybride humain-extraterrestre servant d'esclaves aux aliens une fois l'invasion commencée. En échange, ces hommes, dont l'homme à la cigarette, recevaient une sorte d'immunité. Mais surtout, en secret, ces mêmes hommes développaient un vaccin contre l'huile noire, la force vitale des extraterrestres, afin de les combattre. Toutes les expériences, enlèvements, Scully comme Samantha et autres écrans de fumée étaient là pour servir ces deux programmes contradictoires. Puis est venue la saison 8, et puis une saison 9, avec un Mulder à mi-temps, puis plus du tout de Mulder. Une mythologie qui n'a plus grand chose à raconter et qui du coup invente de nouvelles choses pas très passionnantes. En effet, les aliens ont pris la main et se mettent à créer des super soldats pour remplacer les humains, en vue de l'invasion finale planifiée en 2012. C'est ce que nous expliquait le dernier épisode de la saison 9. Ça nous a valu de tourner en rond pendant près de 2 saisons avec un final peu inspiré, voyant un Mulder condamné à mort par un tribunal militaire et de devenir fugitif. À ce moment, malgré les ajouts des nouveaux personnages comme Doggett et Reyes, devenus des clones inversés du premier duo, la série a clairement perdu de sa superbe et son final en décevra plus d'un. Idem pour le deuxième film sorti en 2008, où l'intrigue là encore était peu passionnante, où seule la relation entre Mulder et Scully valait l'existence de cet opus ciné. Mais bon, pour plus de détails, je vous renvoie vers ma première vidéo. Bref, autant vous dire qu'en tant que fan, j'étais pas mal refroidi par tout ça, et j'aurais bien aimé que la série se soit arrêtée à la saison 5, comme c'était initialement prévu, histoire de garder intacte l'aura qualitative que le show eut durant tant d'années. Une reprise 14 ans plus tard de la série télé et 8 ans après le dernier film, je n'étais donc pas vraiment chaud, pensant que Chris Carter était devenu sénile, incapable de pondre une nouvelle bonne histoire de X-Files. Finalement, au début de la saison 10, j'ai changé un peu d'avis. En effet, je trouve que malgré la grande difficulté du retour, la série ne s'en sortait pas si mal avec son premier épisode. Certes, c'était pas parfait, ni un épisode culte, mais étant donné que la saga revenait de loin, voire ce que je disais précédemment, ce n'était pas trop mal, voire pas mal du tout. Il y a en effet beaucoup de bonnes choses dans ce premier épisode. Bien que n'étant plus au FBI, Mulder et Scully enquêtent sur Sveta, qui croit avoir été enlevée par des extraterrestres. Et je vais énumérer dans l'ordre ce qui m'a plu dans ce retour. Alors déjà le pré-générique. Il est plaisant de voir revenir ce format de pré-générique, parce que ça ne se fait plus trop de nos jours de faire une scène avant le générique, comme à l'époque. Surtout avec ce type d'explication en voix off de Mulder. Comme ce fut le cas dans de nombreux épisodes, ce qui a pour effet de nous remettre directement dans le bain, surtout lorsque 10 ans d'aventure sont ainsi résumés. Ce renouveau fait donc à la fois penser au premier épisode de la saison 2 avec le même genre de monologue de Mulder, mais aussi au premier de la saison 6 où il fallait raccrocher pas mal de wagons entre le film et la série pour les fans, mais aussi pour les néophytes. C'est une grande difficulté de l'épisode My Struggle, jongler avec tous ces impératifs, ce qui fait qu'on peut pardonner sans mal certaines lacunes du récit, à mon avis. La première scène est toute bonnement géniale en ce qui me concerne. C'est d'un classicisme qui fait plaisir, car cela tombe à point nommé étant donné qu'on revient aux sources justement. Les sources de la mythologie de la série, mais aussi ufologique tout court. On nous montre carrément le crash de Roswell à travers les yeux d'un médecin de 1947, dont on devine déjà qu'on le reverra en 2016, grâce à son grain de beauté irreconnaissable. Pour moi, voir l'OVNI s'écraser, c'était un super pied. J'ai trouvé que cette scène était vraiment réussie. De même que de voir le décor de la zone de crash avec tous ces militaires et l'homme en noir qui les accompagne, c'était classe quand même, vraiment cool. Si le pré-générique ne vous mettait pas assez dans l'ambiance, cette scène finit le job à mon avis. Certains pourraient regretter que dans cet épisode, et notamment dès le début, la série ne prendra plus de pincettes avec ses effets spéciaux et ira franco. Alors ok, il y a moins d'imaginaire et de suggestions puisqu'on nous montre les événements plus crûment, mais soyons honnêtes 2 minutes. C'était déjà le cas depuis au moins la saison 6 et le premier film. Les premières saisons jouaient subtilement avec l'ambivalence du fantastique,
Les aliens existaient-ils? On ne savait pas vraiment. Dès le premier film, Fight the Future, en 1998, cette question ne se posait déjà plus. Et d'ailleurs, dès que la production eut un peu plus de budget, elle n'a jamais hésité à être un peu plus flashy dans ses démonstrations des événements paranormaux, avec toutes les fautes de goût que parfois cela a pu entraîner. Je ne me remets toujours pas de la façon de mourir qu'ont les super soldats. Mais surtout, ça y est, nous retrouvons Mulder et Scully à l'endroit où nous les avions laissés dans le deuxième film. Mulder est totalement déprimé et Scully pleinement docteur avec une séparation de leur couple à la clé. La cohérence des personnages est donc aux abonnés présents. En effet, ceux qui se souviennent du film savent que l'évolution de cette relation est totalement logique, et il était clair qu'elle en prenait le chemin dès le deuxième film. Tant Mulder semblait dévasté et déprimé de sa condition d'ex-agent du FBI mi-fugitif, mi-chômeur, et une Scully qui ne pouvait plus supporter ça. Ces personnages usés et fatigués le sont donc à juste titre, et donc sont parfaitement humains. Il serait impossible d'avoir traversé tout ce qu'ils ont vécu sans avoir de graves séquelles émotionnelles. Comment vivre une vie normale après ça? La réponse est simple, on ne peut pas. En tout cas, pas pour Mulder. Les acteurs sont parfaits en cela. Ils ne sont pas fatigués, mais ils jouent des personnages fatigués, nuance. Personnellement, je n'ai jamais été trop fan de la romance entre Mulder et Scully. Donc je suis plutôt ravi de cette nouvelle situation, le fait que Mulder et Scully soient séparés. En effet, on retourne à une bonne dynamique du duo où la tension sexuelle est remplacée par la gêne d'être des ex l'un pour l'autre. Et du coup, c'est plutôt une bonne idée. Un retour aux sources avec un petit goût d'inédit quand même. Un peu comme l'ensemble du premier épisode de la saison 10 finalement. Le nouveau personnage de Tad O'Malley est plutôt cool et répond bien à l'une de mes interrogations depuis longtemps. Mulder et Scully sont-ils vraiment les seuls à chercher la vérité et à pouvoir la trouver? Il est intéressant de voir que ce n'est pas le cas, qu'un journaliste, entre guillemets, puisse également faire de même. Il fallait forcément un nouveau personnage pour donner l'impulsion au retour des deux ex-agents. Que le gars soit riche et plein de ressources est une bonne idée pour faire avancer rapidement l'intrigue, au détour de quelques lignes de dialogue. Du coup, nous sommes directement au cœur d'une affaire d'enlèvement et complot à grande échelle. Nous sommes donc clairement dans ce qui a fait le succès de la série. Si à cela on ajoute les décors de Vancouver, reconnaissables et bien plus adaptés que ceux de la Californie, on peut dire que l'ambiance est clairement au rendez-vous également. Le déjà-vu se fait sentir ici, mais ce n'est jamais gênant du fait de la redistribution des cartes, de l'intrigue et surtout des personnages. Le poids des années passées aidant grandement en cela. Nous sommes donc en terrain connu avec le personnage de Sveta, qui a subi de multiples enlèvements et qui, à la manière d'un Gibson Prize, peut lire dans les esprits. Beaucoup de petits détails lient cet épisode à l'ensemble de la saga, comme le rapport de l'ADN de Scully lié à son propre enlèvement en saison 2, on parle de la 6ème extinction, de William, l'enfant de Mulder et Scully, des engins de l'armée qui ont une forme d'ovni, des Indiens Navarro, etc., etc. Bref, suffisamment de liens sont établis qui font que cette saison 10 est bien la suite directe des 9 saisons qui l'ont précédée. Dans ce premier épisode, Mulder commence à croire que la conspiration n'est finalement pas une collaboration entre humains et extraterrestres, et que la conspiration serait alors uniquement humaine. Un groupe d'hommes utiliserait alors des technologies extraterrestres à son propre profit. Les aliens seraient alors vraiment étrangers à cette conspiration. Ce revirement de Mulder impulsé par Tad O'Malley est logique dans le sens où finalement passé la date de 2012, avec une invasion qui avait été prévue mais qui finalement n'a pas eu lieu, Mulder n'a pas été témoin de tout ce que le téléspectateur a vu dans la série, ce qui rend son changement de cap similaire à celui qu'il avait connu dans la saison 5. Du coup, Mulder est parfaitement à bout, abandonné, comme laissé de côté par sa quête. Cela me semble donc être un point de vue un peu désespéré pour se raccrocher à quelque chose. Pour se dire que sa vie n'est pas si ratée que cela. Mulder a besoin d'y croire à nouveau, et cela aussi est plutôt cohérent pour ce personnage. S'il s'avère que finalement la mythologie part dans cette nouvelle direction, qui verrait alors un groupe d'hommes exploitant des extraterrestres, tout ce que nous aurions appris jusqu'alors serait complètement faux. Pourquoi pas? Cela est possible, surtout lorsqu'on voit le dernier épisode de la saison 10, mais dans ce cas ça voudrait dire que le syndicat lui-même aura été manipulé, et sans doute par le fumeur. Pour l'instant je ne fais pas de théorie, je garde ça pour les vidéos que je ferai lors de la saison 11. En tout cas, ici le scepticisme de Scully est essentiel, car il n'existe pas envers un phénomène paranormal, mais bien envers une théorie fumeuse, assez proche de ce qu'on peut retrouver sur le web dans notre réalité d'ailleurs. En cela, elle tient le discours de la raison, tandis que Mulder se perd réellement dans sa paranoïa. Scully ne réfute donc pas l'existence des extraterrestres, mais seulement les théories de Mulder et de Tad O'Malley. Le tout sur un fond politique assez intéressant. C'est également important pour la suite à mon avis, car, encore une fois, c'est bien Scully qui va sauver Mulder de ses démons et de sa dévorante et aveuglante passion. La phrase « Don't give up », n'abandonne pas, tout droit sortie du deuxième film, termine de convaincre Scully de repartir avec Mulder. Jusqu'au bout, alors que je pensais que ce serait tiré par les cheveux, je trouve que finalement les personnages sont parfaitement crédibles dans leur retour aux affaires. Ce qui l'est moins en revanche, c'est que Skinner réouvre les X-Files comme bon lui chante. Mais en même temps, ce n'est pas comme s'il nous avait pas déjà fait ce genre de coup par le passé. Mais quand même, je ne digère pas vraiment le fait que Skinner puisse
réouvrir le bureau des affaires non classées, alors qu'on nous a quand même expliqué pendant plein d'épisodes que c'était très compliqué la bureaucratie, etc., et que Skinner n'avait pas tant de pouvoir que ça. Donc je trouve que ça, ce raccourci est vraiment facile et un peu incohérent. Mais ce que je ne digère vraiment pas, mais alors vraiment pas, c'est le retour du fumeur. Comment peut-il être encore vivant alors qu'il s'est pris une roquette en pleine tête dans la fin de la saison 9 ? Alors bien sûr, l'épisode 6 de la saison 10 nous expliquera tout ça, mais quand même, c'est quand même pas fin, quoi. Pour ma part, le meilleur épisode de la saison 10 sera le deuxième. Quand un scientifique se suicide, Mulder et Scully enquêtent sur une possible force invisible qui l'aurait poussé à commettre cet acte. Ils découvrent alors un laboratoire où des expérimentations génétiques extrêmes se déroulent depuis des décennies, sur des sujets possédant des pouvoirs dangereux, et sur des sujets qui seraient peut-être la conséquence de la conspiration, justement. Alors cet épisode 2 aurait dû être le 4e en réalité, et il a été déplacé par la production, tout simplement parce que la chaîne se disait, bon, c'est quand même un peu compliqué en 2017 de passer du coq à l'âne, c'est-à-dire de passer de l'épisode 1, un épisode purement mythologique, à un épisode 2 qui serait à l'honneur. Ils ont modifié l'ordre des épisodes, et l'épisode 4, qui était donc cet épisode numéro 2, était un peu un l'honneur mi-mythologique, ce qui permet de rentrer un peu plus facilement dans le bain, en se disant on reste quand même dans un terrain connu, on reste dans une histoire un peu commune. Tout ça pour ne pas déboussoler donc le public de 2016. Cet épisode est également très intéressant parce qu'il nous montre un peu les nouvelles craintes de Mulder et Scully qui concernent leur fils William, que Scully a abandonné à la fin de la saison 9. Nous assistons donc à des scènes fantasmées où Mulder et Scully imaginent leur vie avec William, et où ça tourne très mal. Donc William, quelque part, c'est la Samantha 2.0. Alors que retrouver la sœur de Mulder était une quête sans conclusion positive possible, tant le mystère devait perdurer, la rédemption de Mulder et de Scully, bien sûr, par rapport à la perte de sa sœur, serait de retrouver un jour leur fils. Ça bouclerait la boucle. Et puis c'est sans doute parce que je suis devenu papa, mais ces scènes m'ont vraiment touché. Cet épisode est le meilleur de la saison 10, à mon avis, surtout parce que finalement la réalisation est plutôt soignée, et aussi parce que James Wong, le scénariste, prend le temps de créer un contexte et une enquête policière, donc de vraiment créer une ambiance, qui va beaucoup manquer quand même à l'ensemble des épisodes de cette saison 10, où finalement tout va très vite, où on n'a pas le temps de s'arrêter, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de respirer, et donc on n'a pas le temps d'apprécier l'ambiance de X-Files, l'ambiance de mystère. Il manque vraiment une grande part de mystère dans cette saison 10. Et cet épisode 2, finalement, réussit un peu à retrouver les saveurs des premières saisons, ce qui fait que cet épisode sera le préféré de beaucoup de fans pour cette saison 10. Le 3e épisode de la saison 10 est un épisode comique, écrit par le célèbre Darin Morgan. Célèbre en tout cas pour les fans, car c'est celui qui a réalisé le plus d'épisodes comiques cultes. En fait, tous ces épisodes sont carrément cultes. Mulder et Scully sont sur la piste d'un monstre qui, à l'instar des loups-garous, mais inversé car il se transforme lui en humain les soirs de pleine lune. Darin Morgan est un fabricant d'épisodes, soit cultes, soit excellents, et en ce qui me concerne, Mulder et Scully qui rencontrent ce Weirman fait partie de la 2e catégorie. J'ai adoré l'épisode et les interactions entre Mulder et Scully, les gags, la morale de ce qui est raconté, la construction de l'épisode et le regard de l'homme d'âge mûr qui est devenu Mulder. Mais j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose pour que ce soit vraiment un nouveau chef-d'œuvre. Je ne sais pas encore quoi, il faudra sans doute que je revoie l'épisode encore une fois pour me faire vraiment une idée à ce sujet. Ce que j'ai particulièrement trouvé fandard, c'est le côté enjoué des personnages et le fait qu'en 2016, Mulder essaye forcément de prendre une photo du monstre avec son smartphone. On s'est tous fait la réflexion à l'époque. Si Mulder avait eu un smartphone dans tel ou tel épisode des années 1990, il aurait pu prendre des photos et donc avoir des preuves. Sauf que, non, c'est pas si simple et cet épisode le démontre avec brio. Et mention spéciale à Sexy Scully. L'épisode 4, intitulé Home Again, voit Mulder et Scully enquêter sur un meurtre perpétré par quelque chose qui ne serait pas humain. Pendant ce temps, la mère de Scully est hospitalisée. Cet épisode va remettre William, l'enfant de Mulder et Scully, au cœur de leurs pensées. Alors c'est cet épisode qui était censé être le 2e à la base et qui finalement aura été déplacé en 4e position, comme je vous l'ai expliqué précédemment. C'est dommage parce qu'il est clair qu'au sein de cette saison de 6 épisodes, l'introduction de la thématique de William était pensée pour entrer progressivement dans l'intrigue. Et il était clair que cet épisode-là était la meilleure porte d'entrée, pour ensuite, avec l'épisode Founder's Mutation,
les craintes et les fantasmes de Mulder et Scully au sujet de William soient concrétisés au sein de scènes vraiment marquantes. Ce qui aura pour conséquence de formuler la nouvelle quête de Mulder et Scully. C'est la recherche de la vérité bien sûr, mais aussi celle de retrouver leur enfant, abandonné 15 ans plus tôt. Parlons un peu de l'épisode Babylone, qui est l'épisode le moins aimé de toute la saison 10. Lorsqu'un attentat à la bombe est perpétré contre une galerie d'art, les deux jeunes agents, Miller et Einstein, vont demander leur aide à Mulder et Scully. Cet épisode à base d'hallucinations et du poids des mots était vraiment l'épisode semi-comique un peu décalé de trop. En effet, la comédie et le décalé ça marche pour un épisode sur 6, mais pas pour 2 en ce qui me concerne, là ça fait un peu trop. On regarde pas X-Files pour se marrer tout le temps. Si tant est que les vannes fassent mouche, alors là c'est pas trop le cas en réalité. En fait, cet épisode me rappelle vraiment trop les ratés des saisons 6 et 7. Malgré ça, j'ai passé quand même un bon moment, étrangement. C'est dans des cas comme celui-ci que la nostalgie fonctionne et me fait passer ce qu'en temps normal, c'est-à-dire sur une saison de 22 épisodes, j'aurais moyennement encaissé. Notre retour sur la saison 10 se termine déjà avec le 6ème épisode, qui nous montre un Mulder à la recherche de la vérité et du responsable d'une étrange épidémie qui semble sévir à Washington, pendant que Scully cherche un remède. Cet épisode voit le retour de 2 anciens personnages, Monica Reyes mais aussi l'homme à la cigarette. Cet épisode a de bonnes idées de fond mais réalisé vraiment n'importe comment. La réalisation vraiment pêche. Ici Chris Carter est à l'écriture et à la réalisation, comme pour le premier épisode. Il est clair que c'est vraiment un peu trop de travail peut-être pour lui et qu'il devrait passer la main à de vrais réalisateurs, comme à la grande époque avec un Rob Bowman par exemple. Vous l'aurez compris je pense, la saison 10 est finalement assez mitigée, voire pas très bonne. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment d'excellentes idées à la base, mais qui sont simplement maltraitées. En effet, le gros souci de cette saison, c'est bien la condensation à l'extrême, car faute de temps, au point de ne poser quasiment aucun climax correctement ni aucune ambiance. Et pourtant, le point fort de X-Files a toujours été ses ambiances. Si la contrainte était de réaliser une saison 10 avec seulement 6 épisodes, à cause du planning des acteurs et plein d'autres problèmes de production, il aurait sans doute mieux valu plus axer le récit sur la mythologie, et laisser de côté un petit peu les épisodes indépendants, ceux qu'on appelle les loners. Par exemple, à mon avis, il aurait fallu 2 épisodes pour la première histoire, My Struggle, et 2 épisodes pour le dernier, My Struggle deuxième partie, ce qui aurait fait 4 épisodes mythologiques. Et ensuite, diviser l'épisode 4 Home Again en 2, parce qu'en fait, à la base, c'était bien 2 épisodes, il y aurait dû avoir 7 épisodes dans cette saison 10, et finalement, des problèmes de planning ont fait qu'il a fallu fusionner 2 épisodes, et ce qui a donné Home Again, ce qui explique pourquoi il y a 2 intrigues dans cet épisode. Nous n'aurions gardé que l'intrigue au sujet de la mère de Scully qui est mourante, et la place qui reste aurait pu être utilisée pour l'épisode Founder's Mutation, qui est donc le meilleur épisode de la saison 10 et qui est aussi semi-mythologique. Alors, nous aurions eu carrément une saison quasiment entièrement mythologique avec seulement un loner. Qui finalement n'aurait été pas plus mal, parce que là, vraiment, à vouloir trop en mettre en si peu de temps, on n'a pas le temps vraiment d'apprécier. Et visiblement, le scénario fait de trop gros raccourcis, ce qui fout beaucoup de choses en l'air. Par exemple, Monica Reyes, c'était vraiment intelligent de la faire revenir dans ce rôle d'informatrice secrète. Mais il aurait fallu l'introduire dès le premier épisode, ça aurait été sympa par exemple, qu'elle laisse des messages mystérieux à Scully, donc déjà qu'un informateur secret s'adresse à Scully plutôt qu'à Mulder, ça aurait été une première, mais qu'en plus ce soit Monica Reyes, qu'au début on ne le sache pas, on ne le devine pas, et qu'on ait cette révélation seulement dans l'épisode final, comme là on l'a eu réellement, ça aurait été vraiment pertinent, car tous les informateurs secrets, quelque part, sont des personnages comme Monica Reyes, qui sont rentrés dans le projet, qui font des choses contre leur morale, et qui le regrettent un peu, et qui vont du coup jouer un peu sur les 2 tableaux. Donc cette ambivalence, là, elle a toujours été présente chez Gorge Profonde et chez Mister X, mais on en sait peu finalement sur ces personnages-là. Donc avec Monica Reyes, là, on avait vraiment le cheminement complet. C'est une personne intègre qui a travaillé aux affaires non classées, qui finalement s'est retrouvée sous l'aile du fumeur à faire des choses visiblement pas très cool, et qui le regrette, et qui du coup va jouer son rôle d'informatrice secrète, et jouer donc une sorte d'agent double. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Ils auraient dû la jouer plus finement. Par exemple, voilà, des petits indices disséminés par Monica Reyes tout au long des 6 épisodes, jusqu'à ce qu'on sache qui était cette informatrice secrète qui s'adressait à Scully. Ça aurait quand même eu une autre gueule qu'un vieux scientifique qui parle à Mulder dans le premier épisode. C'est un personnage qui est intéressant dans les flashbacks, lorsqu'il est médecin en 1947, mais sa version de 2016 finalement n'apporte rien. Donc là, jouer vraiment à fond la carte de Monica Reyes, informatrice secrète, c'était une bonne idée de faire du neuf avec du vieux, finalement.
Et aussi un autre gros truc qui va vraiment pas du tout, c'est le retour de l'homme à la cigarette. Après s'être pris une roquette dans la face en fin de saison 9, franchement, c'est ridicule de le faire revenir, même si on peut expliquer n'importe quoi pour son retour avec de la science-fiction pour dire qu'il se régénère. C'est quand même un peu ridicule. En fait, ce qui est ridicule, c'est pas son retour quelque part. Ce qui est ridicule, c'est de l'avoir fait revenir en fin de saison 9 pour le faire mourir avec une roquette. Imaginez une chose. La dernière fois qu'on avait vu l'homme à la cigarette avant le dernier épisode de la saison 9, c'était dans le dernier épisode de la saison 7, Requiem. Il aurait été vraiment intéressant que Requiem soit le dernier épisode où nous voyons l'homme à la cigarette en fait, et qu'il ne soit jamais apparu dans la saison 9. Imaginez son retour dans la saison 10. Ça aurait été à la fois vachement pertinent, vachement intéressant, parce que la fin de Requiem était vraiment ambiguë sur son sort, et puis ça aurait été vachement plus crédible, et donc vachement plus cool. Ce qui est dommage aussi, c'est de ne pas expliquer la raison qui pousse Skinner à réouvrir les affaires non classées, parce que finalement, on ne sait pas vraiment, ce n'est pas vraiment expliqué. En fait, ce qui est vraiment gênant, quelque part, finalement, peut-être, c'est que Mulder et Scully redeviennent agents du FBI. Après tout ce qu'ils ont vécu, le fait de revenir en arrière ainsi et d'être à nouveau des agents du FBI, c'est un peu bizarre. Ça fait retour au statu quo un peu forcé. Il aurait peut-être mieux valu qu'ils soient des freelances auxquels le FBI fait parfois appel. Un peu comme Frank Black dans Millennium. À mon sens, si la production avait réalisé la saison 10 avec les quelques ajustements que je viens de vous énumérer, je pense que la saison 10 aurait été vraiment excellente. Bon, maintenant, ce n'est que mon avis évidemment, donc j'attends vos commentaires pour en discuter avec moi. En tout cas, je suis quand même un petit peu plus confiant pour la saison 11, car justement là, les scénaristes arrêteront de réaliser eux-mêmes leurs épisodes, et donc du coup pourront plus de temps à se consacrer à leur script, et laisser la réalisation à des réalisateurs qui vont forcément en faire leur travail principal. Aussi, il y aura 10 épisodes au lieu de 6, ce qui est quand même beaucoup plus rassurant parce que du coup, ils vont pouvoir étaler un peu plus leur récit, donner un peu plus d'air et on espère un peu plus d'ambiance qui manquait vraiment à cette saison 10. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, ne faites confiance à personne.